81 000 francs CFA, c'est le prix officiel de la tonne de ciment au Togo. Le ciment étant un matériau essentiel pour la construction, son prix influence directement plusieurs secteurs d'activité. Mais depuis un moment, des écarts sont constatés sur le terrain. Dans certaines localités, des revendeurs pratiquent des prix plus élevés que ceux fixés, suscitant des tensions sur le marché. Face à cette situation, les deux principaux producteurs, Simtogo et Simco, sont montés au créneau pour dénoncer ces dérives. Pour ces entreprises, cette situation est inacceptable. Elle invite tous les acteurs au respect strict du prix du ciment recommandé et rappelle que toute spéculation nuit au bon fonctionnement du marché. Ce phénomène est particulièrement observé dans la région des savanes, où les prix affichés dépassent parfois largement le tarif officiel. Un premier avertissement avait déjà été adressé aux revendeurs en décembre dernier, mais les pratiques persistent. Entre distribution mal maîtrisée et marge additionnelle appliquée par certains commerçants, le prix du ciment reste instable dans plusieurs zones du pays. Alors que la demande en matériaux de construction demeure forte, la question du respect des prix devient cruciale. Si les écarts persistent, la confiance des consommateurs pourrait être ébranlée et le marché du ciment pourrait aussi être fragilisé par des tensions croissantes entre producteurs, distributeurs et acheteurs. Autrefois, l'une des plaques tournantes du tourisme au Togo, l'hôtel de la paix représente aujourd'hui un danger tant pour les Togolais en raison de son état de délabrement avancé avec un risque d'effondrement imminent. Cet établissement qui était jadis un symbole de prestige est aujourd'hui en ruine. Ce qui était autrefois un hôtel attrayant est désormais devenu un refuge pour de nombreuses personnes sans abri, mais aussi un lieu propice à des activités douteuses. Ce déclin transforme l'édifice autrefois emblématique en un centre de criminalité et d'insécurité. Si cette situation ne semble pas inquiéter les squatteurs, elle n'est évidemment pas du goût des autorités du pays. Récemment, l'hôtel de la paix a été le théâtre d'une importante opération policière. Les occupants ont été évacués par les forces de l'ordre. Cette intervention s'inscrivait non seulement dans le cadre d'une initiative visant à récupérer les espaces publics illégalement occupés à Lomé, mais également pour garantir la sécurité des habitants du quartier autour de l'hôtel, un secteur qui souffre depuis longtemps d'un déclin préoccupant. Suite à cette opération, plusieurs interrogations sont au centre des débats. Parmi elles, certains plaident pour la restauration de l'hôtel afin de lui redonner sa gloire d'antan en le transformant en une destination de luxe susceptible de dynamiser le tourisme et l'économie locale. D'autres suggèrent quant à eux de convertir le site en un espace public tel un centre communautaire, un pôle culturel ou même un complexe de logements abordable. Pour l'instant, les autorités togolaises n'ont pas fait la lumière sur ce que cet hôtel autrefois attrayant allait devenir. Le Centre de formalité des entreprises CFE a levé un coin de voile sur ces données de 2024. Selon le rapport, les Béninois ont créé environ 20% des nouvelles entreprises des 2548 entités formalisées par des non-nationaux. En effet, les Béninois ont créé 505 entreprises des non-nationaux, soit exactement 19,81% de ces entités formalisées. En comparaison à 2023, on note une progression de 21%, soit 415 entreprises formalisées. Les Nigériens viennent en deuxième position avec 412 entreprises enregistrées, ce qui est en baisse par rapport à l'année 2023 où ils avaient 486 sociétés dans les registres du CFE. Le géant de l'Afrique de l'Ouest, le Nigeria, est en troisième position avec 394 entreprises contre 364 en 2023. Le Ghana et le Burkina Faso, quant à eux, occupent respectivement 4e et 5e place avec 172 et 142 nouvelles sociétés déclarées. En clair, seuls les pays de l'Afrique occidentale constituent ce top 5 des nationalités étrangères en matière de création d'entreprises au Togo en 2024. L'édition 2024 révèle un renversement notable par rapport à l'année passée où l'Inde figurait parmi les 5 premières nationalités créatrices d'entreprises.
Cette année, seuls des pays d'Afrique de l'Ouest occupent le podium, ce qui souligne un changement d'orientation dans les flux d'investissement. En outre, cette dynamique peut être attribuée aux réformes récentes entreprises par le Togo pour améliorer le climat des affaires, incluant la dématérialisation des démarches administratives, la réduction des délais et des coûts, ainsi que la simplification des formalités. Ces mesures ont clairement contribué à renforcer l'attractivité du pays pour les investisseurs étrangers. Les réseaux sociaux ont profondément transformé le paysage social, économique et politique au Togo et en Afrique, offrant une plateforme pour l'expression, l'échange d'idées et la mobilisation. Cependant, l'utilisation croissante des réseaux sociaux présente également des inconvénients. Son utilisation, et plus précisément celle du TikTok, notamment dans les services publics ou privés, en lieu et place du travail, proprement dit, suscite de plus en plus d'inquiétudes. Sur ce point, TikTok et surtout son utilisation dans les administrations est en train de banaliser des comportements condamnables tels que la distraction des employés. Malheureusement, la concentration excessive sur les réseaux sociaux détourne le pays des opportunités de développement économique. Pour rappel, l'utilisation excessive des réseaux sociaux par les employés pendant les heures de travail entraîne plusieurs conséquences négatives, notamment la baisse de productivité, la baisse de la qualité du travail et surtout la perte de revenus, entre autres. 12 cercueils de bois vernis à la sortie de l'hôpital provincial de Bukavu en République démocratique du Congo. Ce mardi, la capitale de la province du Sud Kivu enterrait une partie des victimes de l'attentat de la semaine dernière. Pour l'occasion, le vice-gouverneur nommé par le M23 a donné un nouveau bilan. Après les 11 annoncés, on recense 17 morts, certains ayant succombé à leurs blessures à l'hôpital. Pour les familles et les amis des victimes, c'est un grand moment de tristesse. Ils sont nombreux à avoir suivi le cortège jusqu'au cimetière, touchés par la violence qui a frappé de simples participants à un rassemblement. Nous avons perdu un membre de la famille, mon grand frère Bruno. Il était parti pour visiter son petit frère dans la commune de Kadutu. On lui a permis d'accéder à la place, mais après les sorties étaient interdites. Voilà comment il est mort dans l'explosion de ces bombes sur la place de l'Indépendance. En ce moment, nous sommes très inquiets. Nous demandons au gouvernement de garantir la paix. La paix, s'il vous plaît. L'AFC M23 va les traquer jusqu'à la fin. Nous avons appris qu'ils sont à la recherche de ces bandits. Et nous, en tant que population, nous allons nous mettre ensemble pour voir comment les retrouver, car ils nous ont fait du mal. On ne sait toujours pas l'origine de ces explosions jeudi dernier dans le centre de Bukavu. Le M23, nouveau maître de la ville, avait organisé un meeting avec plusieurs de ses dirigeants. Mais 2 explosions successives ont retenti au cœur de la foule, provoquant une grande panique. Ils sont 40, tous opposants de Kaïs Sayed. Ils vont être jugés pour complot contre la sûreté de l'État. Parmi eux, des hommes d'affaires, des journalistes ou des personnalités politiques, comme Issam Chebi. Son frère dénonce des inculpations arbitraires. Aujourd'hui, nous assistons à un procès inique visant plusieurs personnalités éminentes en Tunisie, reconnues pour leur pacifisme et leur respect de la loi. Nous ne serons pas complices de cette farce judiciaire. Depuis son coup d'État en 2021, Kaïs Sayed est accusé de museler l'opposition. Réduction de la liberté de la presse, justice de moins en moins indépendante, répression des manifestations, l'ONU s'inquiète de la situation. Les autorités tunisiennes doivent mettre fin aux arrestations, aux détentions arbitraires et à l'emprisonnement de dizaines de défenseurs des droits de l'homme. Nombre d'entre eux sont maintenus en détention préventive et font l'objet d'accusations larges et vagues, apparemment en raison de l'exercice de leurs droits et de leur liberté. La Tunisie, de son côté, a fait part dans un communiqué de sa profonde stupéfaction vis-à-vis des allégations internationales. Le pays assure qu'aucune des accusations n'est en lien avec les activités partisanes, politiques ou médiatiques des prévenus.
Phumelelo tente sa chance aujourd'hui avec le Fafi, ce jeu d'argent traditionnel des townships sud-africains. Un jeu qui s'inspire du loto où il faut décrypter ses rêves, mais sa vraie passion se trouve dans son portable. On prédit le score des deux équipes et ici, il y a les pronostics. Depuis 6 ans, Phumelelo parie en ligne une dizaine de fois par semaine. J'ai commencé à jouer parce que les jeux de hasard sont une façon rapide et efficace de gagner de l'argent, sans aller chercher un boulot. Il n'y a pas besoin d'aller aux centres commerciaux, dans une boutique. On peut tout faire en ligne et cela est devenu une habitude pour moi. Une habitude qu'il partage avec ses amis. Dans les townships, beaucoup d'endroits comme celui-ci accueillent des milliers de personnes espérant gagner le gros lot grâce aux paris sportifs, ou hippiques ou au loto. Selon un rapport publié par cette entreprise de paris sportifs en ligne, 70% des Sud-Africains jouent pour augmenter leur budget mensuel et pour payer leurs frais et loyers. Nous pensons qu'un bon consommateur qui fait marcher notre activité commerciale est un individu qui gère ses finances, qui est capable de mettre de l'argent de côté, qui sait combien d'argent il peut dépenser en jouant chaque mois. Nous ne voulons pas de personnes qui sont débordées par le jeu, qui ont trop de dettes et qui ne sont pas capables de gérer leur argent. Il ne faudrait pas se faire dominer par l'argent. Le marché des paris en ligne et des jeux d'argent est en plein essor. Selon l'Institut de données Statista, ce dernier aurait plus que doublé depuis 2019, un chiffre d'affaires qui représente 3 fois celui de l'Australie et 2 fois celui du Royaume-Uni. Ce qui augmente également le risque d'addiction aux jeux d'argent. Ce centre de désintoxication a vu une hausse considérable de clients touchés par ce trouble psychique. Cela devient un frisson, une façon de chercher quelque chose d'extérieur pour nourrir un manque intérieur. La facilité d'accès aux jeux d'argent augmente les chances que des personnes puissent plonger dans ces addictions, ce qui porte de plus en plus d'individus à devenir dépendants des jeux de hasard. Les analystes prévoient que le marché des jeux d'argent va croître encore plus cette année. Parallèlement, des associations comme les joueurs anonymes s'alarment de la hausse du nombre de joueurs compulsifs en Afrique du Sud et appellent le gouvernement à plus de réglementation. De retour au pouvoir depuis 6 semaines, fort d'une omniprésence médiatique, devant le Congrès, Donald Trump donne le ton. Notre pays est sur le point de connaître un retour en force comme le monde n'en a jamais connu. L'Amérique en a fini avec le wokisme. Une entrée en matière sans concession sur ces sujets de prédilection, les étrangers, les transgenres et les dépenses publiques. Un domaine confié au milliardaire Elon Musk, chargé d'effectuer des coupes drastiques au sein de l'administration fédérale. Devenu le bras droit du président, il est longuement applaudi par les élus républicains. En signe de protestation, certaines élus démocrates ont choisi de s'habiller en rose. D'autres ont levé de petites pancartes avec inscrit « Musk vole ». Après avoir hué Donald Trump à plusieurs reprises, le Texan Al Green, canne en main, est recadré par le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, avant d'être escorté vers la sortie. Il affirme ne pas vouloir en rester là. J'essaie d'obtenir sa destitution. Ce président est inapte. Il ne devrait pas occuper ce poste. Impuissants et inaudibles, plusieurs dizaines d'élus démocrates ont finalement quitté l'enceinte avant la fin du discours. Quasi absent aussi, l'international, survolé ou carrément méprisé. Le Lesotho, pays africain privé d'aide américaine pour lutter contre le VIH, s'est vu qualifié de pays dont personne n'a jamais entendu parler. Donald Trump a confirmé son intention de reprendre possession du canal de Panama et de contrôler le Groenland pour raison de sécurité. Une exception cependant, le brûlant dossier ukrainien qu'il se félicite de gérer. J'ai reçu une lettre importante du président ukrainien Zelensky. La lettre dit que l'Ukraine est prête à s'asseoir à la table des négociations dès que possible pour se rapprocher d'une paix durable. Parallèlement, nous avons eu des discussions sérieuses avec la Russie et nous avons reçu des signaux forts indiquant qu'elle est prête pour la paix. Ne serait-ce pas magnifique ? Ce mardi, Donald Trump signe le plus long discours d'un président américain devant le Congrès.
1h40. Un record. Jusqu'ici, le plus long discours était celui de Bill Clinton en 2000. Passer de ça, où l'on tente de reconstruire ce que l'on peut avec les moyens du bord, passer de ça donc à ça. Le plan égyptien se veut particulièrement ambitieux. Il faut pour cela mettre sur la table 53 milliards de dollars sur 5 ans. Après son approbation par la Ligue arabe, l'Égypte donnait un peu plus de détails. La première phase comprend la construction de 200 000 maisons permanentes pour les personnes qui vivent dans des zones temporaires et leur transfert vers des zones de vie permanentes. 7 sites retenus dans un premier temps pour redonner un logement à 1,5 million de personnes. 200 000 autres constructions sont prévues d'ici 5 ans pour abriter le million de Gazaouis restants, sans oublier la remise en état des infrastructures, la construction d'un port de commerce et d'un aéroport. Mais l'avenir de la bande de Gaza, ça passe aussi par le retour à terme de l'autorité palestinienne aux dépens du Hamas, avec entre-temps une période de transition où le territoire serait administré par des technocrates palestiniens. Dans cette perspective, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, dit même pouvoir envisager l'organisation d'élections. Nous tenons à souligner que nous sommes tout à fait prêts à organiser des élections présidentielles et législatives générales dans le courant de l'année prochaine, si les conditions appropriées sont réunies à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Le Hamas, pourtant exclu de ce projet, salue tout de même l'initiative égyptienne. Ce plan vise avant tout à garantir le maintien des Gazaouis sur leur terre, une réponse assumée au projet israélien soutenu par l'administration de Donald Trump, qui consiste à déplacer les habitants de la bande de Gaza vers l'Égypte et la Jordanie, provoquant un véritable tollé international. Le soutien des Nations Unies est plein et entier. Je salue et je soutiens fermement l'initiative arabe visant à mobiliser un large soutien en faveur de la reconstruction de Gaza, clairement exprimée lors de ce sommet. L'ONU est prête à coopérer pleinement à cette initiative. D'autant que le plan prévoit également un mécanisme de surveillance au niveau international sur la gestion des fonds. C'est l'un des plus grands carnavals du monde, celui de Barranquilla, la plus grande fête de Colombie. Célèbre grâce à ses musiques, mais aussi ses danses, comme le sexteto palanquero, toutes d'inspiration africaine. Être ici, c'est divin, spectaculaire, je me sens trop bien. Cette danse, le sexteto palanquero, a été inventée par des descendants d'esclaves qui ont fui pour créer leur propre communauté. Un coin d'Afrique en Colombie pendant ce carnaval, c'est ce que nous sommes. Mathilde est justement originaire d'un des villages construits par des descendants d'esclaves qui avaient pris la fuite, San Basilio di Palenque. Palenque est considéré comme le premier village où ont vécu des hommes noirs libres sur le continent américain. Depuis un demi-siècle, cette femme de 71 ans raconte à travers la musique l'histoire de la Colombie avec le continent africain. Tout ce temps, j'ai tenté d'enseigner aux jeunes de Palenque et aux Afro-Colombiens notre culture. Car pour moi, quand tu ne connais pas ta culture, tu ne peux pas bien vivre. Depuis 2019, il existe même un musée du carnaval de Barranquilla. Et pour terminer, ici, dans cette partie, on parle de la danse du Congo qui nous vient de la République du Congo. Ici, on permet aux gens de mieux connaître leur histoire. Ce carnaval, ce n'est pas seulement une fête où on s'amuse, on danse, on apprend aussi à connaître notre identité colombienne, car ça raconte l'histoire de Barranquilla et de tous les autres départements de la côte caribéenne. Avec près de 10% de sa population qui se considère comme noire, la Colombie est le pays hispanophone comptant le plus de descendants d'Africains au monde.